La radiodiffusion télévision française vous présente le radio-magazine du soir. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'équipe qui a réalisé les enquêtes de Sherlock Holmes est très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette antenne pour vous présenter les aventures d'Arsène Lupin. Arsène Lupin. Quel est celui ou celle d'entre vous qui n'a pas gardé une faiblesse pour le célèbre gentleman cambrioleur ? Certes, il agit la plupart du temps en marge de la loi et parfois même un peu en deçà de cette marge. Mais il le fait avec tant de gentillesse, tant de bonne humeur et souvent aussi, il faut bien le dire, pour de bonnes causes. Et puis dans Arsène Lupin, il y a tout à la fois un peu de D'Artagnan, de Cyrano et de Gavroche. Et nous espérons que ce personnage, dans un domaine différent, sera aussi bien accueilli par vous que le fut Sherlock Holmes. En tout cas, et comme vous l'avez fait pour Sherlock Holmes, nous serons heureux de recevoir vos commentaires à ce sujet. Et maintenant, je cède la parole au narrateur qui va vous conter la première aventure d'Arsène Lupin. Chers amis, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée en septembre 1908. Ce jour-là, dans le jardin d'un coquet petit hôtel des environs de Caudebec, un client dégustait son café à petites gorgées. Alors, monsieur Ganimard, vous avez bien déjeuné ? Merveilleusement, Madame André. Je recommanderai votre hôtel à tous mes amis. Je vous remercie. Votre lit est bon ? Pour la 3e nuit que je passe chez vous, j'ai dormi 12 heures. Eh bien, mais voilà des vacances comme il en faut. J'espère que vous allez nous rester longtemps. Ah, signez avec moi, Madame André. Il me fait bien votre petit coin de Normandie, puis la pêche n'est pas mauvaise. Ah. Malheureusement, je ne suis pas tout seul, il y a le travail. Vous ne pouvez pas vous absenter facilement. Malheureusement, non. Dommage. Je suis bien de votre avis. Vous allez me trouver bien indiscrète, monsieur Ganimard. Mais tant pis, je voudrais vous demander quelque chose. Quoi donc ? Est-ce que vous ne seriez pas l'inspecteur Ganimard, le célèbre inspecteur Ganimard de la Sûreté ? Et qu'est-ce qui vous incite à croire ça ? Je vais vous faire une confession. Vous savez, la lettre que je vous ai montée ce matin dans votre chambre, eh bien, j'ai regardé l'enveloppe et j'ai vu qu'il y avait imprimé derrière « Sûreté Générale ». Alors je me suis demandé si vous ne feriez pas partie de la police. Et mon mari m'a dit tout de suite « Mais Ganimard, c'est le nom de l'inspecteur principal qui a arrêté Arsène Lupin en Amérique le mois dernier. Est-ce que ce serait vous, monsieur Ganimard ?» Eh bien oui, madame, c'est moi. Oh, monsieur. Oh, bien vrai. Oh, je peux vous dire qu'on est flatté que vous soyez venu passer vos vacances chez nous. Mais c'est que vous êtes une célébrité, monsieur Ganimard. Oh, madame, n'exagérons rien. Mais si, vous êtes une célébrité. Vous avez réussi à mettre Arsène Lupin en prison. Mais avant vous, personne n'avait pu. C'est exact. Oh, quand je vais raconter ça à mon neveu qui est rédacteur au Réveil de Caudebec, puis il va faire un de ses articles sur vous. Oh, mais je vous dis que ça. Vous allez me faire le plaisir de vous taire. Oh, mais du temps, c'est un honneur pour les gens d'ici de savoir que vous êtes dans notre région. Madame André, je vous en supplie. Je suis venu ici pour me reposer, pour taquiner la blette et le goujon dans un calme absolu, loin des journaux et des curieux. Ne dites à personne qui je suis, vous en serez infiniment reconnaissant. Oh, c'est dommage. Vous êtes trop modeste. Non, je suis fatigué. Alors, reposez-vous. J'espère que vous avez trouvé un joli coin pour pêcher. Oh, un endroit merveilleux. Avec tout au fond, un petit château féodal, fièrement campé sur sa roche, en pleine rivière. Ah, mais le château de Malaquis. À qui appartient-il ? Oh, un drôle d'oiseau. Le baron Nathan Cahorn. Ah, il paraît qu'autrefois, à la bourse où il s'est enrichi, un peu trop brusquement, on l'appelait le baron Satan. Hein, c'est vous dire. En effet. Un original qui ne veut voir personne. Il vit tout seul avec une vieille parente pauvre qui lui sert de domestique et c'est tout. Ses portes sont fermées à double tour. De peur probablement qu'on lui vole ses meubles et ses tableaux. Ah mais ça, il paraît qu'il y en a pour des millions et des millions. N'est-ce pas, facteur ? Quoi donc, Madame André ?
qu'il y en a pour des fortunes au château du baron Cahorn. C'est ce qu'on dit, mais personne n'a été voir. Il se méfie tellement. Tenez, en ce moment, je vais lui porter son courrier. Eh bien, je traverse un petit pont, je sonne, c'est lui qui vient m'ouvrir, il en trouve juste ce qu'il faut pour que je lui passe ses lettres et son journal. Et puis, clac il me ferme la porte au nez. C'est comme ça tous les jours. J'ai remis le courrier à votre mari, Madame André. Merci. Alors, à demain, messieurs, dames. À demain. Le facteur sortit du pays, longea la Seine, traversa le petit pont qui menait au château et sonna. Qu'est-ce que c'est? C'est le facteur. Bonjour, monsieur le baron. Voilà votre journal. Et puis, une lettre recommandée. Une lettre recommandée de qui? Oh, j'en sais rien, moi. Tenez, mettez votre signature ici. Merci. À demain. Une lettre recommandée? Qu'est-ce qu'il peut bien m'écrire? Ah, ça, par exemple. Maria! Maria! Qu'est-ce qu'il y a? Maria. Qu'est-ce qui se passe? Écoute la lettre que je reçois d'Arsène Lupin. D'Arsène Lupin? Oui. Monsieur le baron, il y a dans la galerie qui réunit vos deux salons un tableau de Philippe de Champaigne, d'excellente facture, et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. C'est inouï. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de me les expédier à mon nom, pour payer, en gare de Batignolles, avant 8 jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus-indiqués. Quel toupet! Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de ma respectueuse considération. Et c'est signé Arsène Lupin? Oui. C'est insensé. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'Arsène Lupin avait été arrêté en Amérique et que maintenant il était à la prison de la Santé. Il s'est peut-être évadé. On l'aurait lu dans le journal. Ah oui, ça c'est vrai. Pourtant, vois-tu, ce gaillard-là est tellement fort que même au fond d'une prison, je le crois capable de tout. Enfin, c'est tout de même pas le bon Dieu. Non, mais le diable. Comment expliquer autrement sa connaissance exacte de ce château, de la disposition des tableaux, des meubles et des bijoux, alors qu'ici personne ne vient jamais. Oh, moi je ne m'inquiète pas. Les portes sont fermées à double tour. Un cambrioleur déclencherait toutes les sonneries. Comment pourrait-il entrer? Et il y a de l'eau tout autour avec du rocher à pic. Enfin, personne ne pourra jamais pénétrer. Personne. Mais Arsène Lupin. Est-ce que pour Arsène Lupin, il existe des portes, des ponts-levis et des murailles? À quoi servent les précautions les plus habiles et les obstacles les plus infranchissables quand Arsène Lupin s'est mis dans la tête d'atteindre tel ou tel but? Dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux prévenir la police. Oui, je vais écrire tout de suite au procureur de la République. J'y joindrai la lettre que je viens de recevoir et je réclamerai aide et protection. Voyons, du papier, de l'encre, Ah, voilà. Monsieur le procureur de la République, j'ai l'honneur et le regret... 8 jours plus tard, le baron recevait la réponse du procureur. Monsieur le baron, votre lettre du 15 septembre a été l'objet de toute notre attention, ainsi que celle signée Arsène Lupin que nous vous retournons. Je suis heureux de vous confirmer que cet individu est toujours enfermé à la prison de la Santé et surveillé de très près. Il est dans l'impossibilité absolue d'écrire, et la lettre que vous avez reçue est sans doute l'œuvre d'un mauvais plaisant. Toutefois, et par acquis de conscience, nous avons commis à l'examen de l'écriture un expert qui a déclaré que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Ah, tant mieux. Eh bien quoi? Qu'est-ce que tu as? L'expert. Oui. L'expert a dit malgré certaines analogies. Mais à lui seul, ce doute devrait suffire pour que la police intervienne. Il s'agit d'Arsène Lupin, ils ont l'air de l'oublier.
Ça n'est pas pour plaisanter que ce bandit a écrit en toutes lettres. Je ferai procéder moi-même au déménagement. Et il fixe une date précise. La nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Mais alors, que faire? Je ne vais pas recevoir une telle menace sans agir. Mes nerfs n'y résisteraient pas. Si la police officielle ne veut pas s'en mêler, adresse-toi à un policier privé. Mais je n'en connais pas. Je suis dans un état. Allons, calme-toi. Lis ton réveil de Côte-Bec tranquillement. Et puis, qui sait, d'ici ce soir, tu auras peut-être trouvé une bonne idée. Ce ne sera toujours pas en lisant cette feuille de chou. Monsieur Fallière inaugure le salon des artistes français. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il y a des croûtes. Mademoiselle Cléo de Mérode aux ambassadeurs. Oh, Maria! Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute ça. Des vacances bien méritées. L'inspecteur principal Gadimard, de la Sûreté Générale, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin a valu une réputation européenne, passe ses vacances incognito dans un petit hôtel des environs de Côte-Bec-en-Caux. Bonnes vacances, monsieur Gadimard, et bonne pêche. Et alors? Comment, et alors? Mais je file tout de suite à Côte-Bec. Je verrai le rédacteur de cette information et je saurai bien lui faire dire à quel hôtel est descendu Ganimard. Je rendrai visite à l'inspecteur et je lui demanderai de s'occuper de mon affaire. Tu as raison, le ciel est avec nous. Oui, le ciel est avec nous. Et maintenant, à nous deux, Arsène Lupin. Vers 4 heures de l'après-midi, le baron se trouvait enfin auprès de l'inspecteur Ganimard, qui semblait s'intéresser beaucoup plus aux petits poissons qu'aux menaces d'Arsène Lupin. Ah, je t'ai eu, ma vieille, je t'ai bien eu. Regardez-moi ça, monsieur le baron, cette petite tablette. Est-ce assez jolie et assez frétillant? Pardon, poussez-vous un peu, que je la mette dans le panier. Je crains, monsieur Ganimard, que vous n'ayez prêté aucune attention à ce que je viens de vous raconter. J'ai fort bien entendu. Laissez-moi vous dire que je trouve fort désagréables les indiscrétions de madame André. Je lui avais interdit de révéler mon séjour à son neveu, rédacteur au Réveil de Côte-Bec. Tenez, passez-moi dans la boîte asticot, là. Pardon. Derrière vous, là. Voilà. Merci. Et cet imbécile, en digne neveu de sa tante, non seulement a écrit ce petit article ridicule, mais il vous a indiqué l'endroit exact où je pêchais la ligne. Ça s'appelle violer le droit qu'ont les gens de se reposer en paix, loin des gêneurs. Insinueriez-vous que je suis un gêneur? Je n'insinue pas, j'affirme. Vous m'envoyez navré. Oh, pas autant que moi. D'autant plus que votre histoire ne tient pas debout. Les malfaiteurs n'ont pas pour habitude de prévenir les gens qu'ils veulent voler. Arsène Lupin, le premier, ne commettrait pas une pareille bourde. Cependant... Monsieur le baron, croyez bien que le plaisir de fourrer dedans, une fois de plus, ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, cet aimable gentilhomme est sous les verrous. Mais s'il s'échappe... On ne s'échappe pas de la santé, monsieur. Les autres peut-être, mais lui... Eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage mes ablettes. En somme, à votre avis, je n'ai rien à craindre. Ou pas grand-chose. Mais vous n'avez rien à craindre du tout. Ne pensez donc plus à cette histoire. Au revoir, monsieur le baron, et Dieu vous garde. Au revoir, monsieur Ganimard. Je m'en vais, enfin, complètement rassuré. Le baron oublia ce qu'il avait fini par considérer lui aussi comme une mauvaise plaisanterie. Et quelques jours plus tard, le fils de la postière lui remit un télégramme. Aucun colis en gare des Batignolles. Préparez tout pour demain soir. Signé Arsène Lupin. Pour demain soir? Mais oui. La nuit du 27 au 28 septembre, c'est demain soir. Oh, je crois que je vais devenir fou. Une bluffe, il ne viendra pas. Il viendra. J'en suis aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mais on ne dévalise pas un château en soufflant dessus. Arsène Lupin, c'est un prestidigitateur. Je m'en vais tout de suite. Au revoir, Ganimard. Il faut absolument qu'il vienne à mon secours. Oui, mon chapeau. Mais ne te mets donc pas dans des états pareils. Mon chapeau, là. Allez, au revoir. Le baron ne fut pas long à retrouver Ganimard. Ah, monsieur Ganimard, vous êtes là. Mais ne faites pas tant de bruit. Vous allez faire peur à mes ablettes. Oh, vos ablettes, il y a des choses plus importantes que vos ablettes. Comment? Oh, excusez-moi, monsieur Ganimard. Si vous saviez dans quel état je suis, il faut absolument que je vous parle. Oh, mais vous m'embêtez. Ça m'est égal. Écoutez-moi.
Ou plutôt, lisez ce télégramme que vient de m'envoyer Arsène Lupin. Aucun colis en gare des Batignolles. Préparez tout pour demain soir. Alors la blague continue. Vous trouvez que c'est une blague, vous? Le cambriolage, le pillage de mes collections? Est-ce que vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide? Combien voulez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28, c'est-à-dire demain soir? Passe un sou et fichez-moi la paix. Votre prix sera le mien. Mon prix... c'est que je suis ici en congé, moi. Je n'ai pas le droit de me mêler de cette affaire. Personne ne le saura. Quoi qu'il arrive, je m'engage sur l'honneur à garder le silence sur votre intervention. Dans ces conditions, évidemment... 5000 francs, ça irait? Eh bien... Ça n'est pas assez. Oh, si, bien sûr. Non, ce qui me fait hésiter, c'est que je crois loyalement que pour vous, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Eh bien, pour une fois, j'en serais ravi. Bon. Alors d'accord. J'irai chez vous demain soir et nous passerons la nuit côte à côte. J'aurai mon revolver. Vous avez des armes? Soyez tranquille, j'ai tout ce qu'il faut. Êtes-vous sûr de vos domestiques? Je n'ai qu'une vieille tante qui s'occupe de mon ménage. Personne d'autre. Bravo. Voyons, je vais téléphoner les sûretés générales et faire venir mes 2 meilleurs collaborateurs. Ils veilleront avec nous. Et si M. Lupin a l'intention de venir, il sera reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Je vous le prie de le croire. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Ganimard. Oh, vous me remercierez après. Alors, à demain soir. Je serai chez vous à 8 heures, sans faute. Le lendemain soir, à 8 heures, avec une exactitude militaire, Ganimard sonnait à la porte du château. Bonsoir, monsieur le baron. Permettez-moi de vous présenter l'inspecteur Rousseau, mon bras droit. Monsieur le baron. Et l'inspecteur Morel, qui était avec moi en Amérique quand j'ai arrêté Arsène Lupin. Monsieur le baron. Soyez les bienvenus, messieurs. Par ici, je vous en prie. Je vous remercie d'avoir accepté cette mission, qui, ainsi que je m'y suis engagé, restera confidentielle. Ah, nous y tenons essentiellement. Quant à votre rémunération, vous pouvez me faire confiance. Merci, monsieur. Permettez que je referme toutes ces serrures. Cet après-midi, en me promenant, j'ai examiné l'extérieur du domaine. À part cette porte derrière laquelle nous allons monter la garde toute la nuit, je ne vois pas par où M. Lupin pourrait pénétrer dans le château. La rivière coule tout autour, et le roc est tellement tapis qu'il est impossible d'escalader. Voudriez-vous, monsieur le baron, nous montrer les 2 salons et la galerie où se trouvent vos collections? Volontiers, messieurs, si vous voulez bien venir par ici. Voilà, c'est ici. Je vois en effet que vous possédez des splendeurs, monsieur le baron. Voyons, sur quoi donnent ces fenêtres? Sur la rivière, 11 mètres de rochers à pic. Donc de ce côté, rien à craindre. Et cette cheminée? Je l'ai fait boucher, au ciment. Ça n'est pas par là non plus qu'Arsène Lupin pourrait entrer. Ni sortir. Parfait. Je propose une chose. Rousseau et Morel, je vais vous laisser monter la garde dans ces 2 salons. Ce qui ne nous empêchera pas de vous y enfermer à double tour. Le patron... Non, je tiens essentiellement à ce que toutes les portes restent fermées à clé. Et ces clés, nous les conserverons, monsieur le baron et moi. De cette façon, nous serons sûrs que personne ne pourra pénétrer dans ces salons, et si par un miracle impossible quelqu'un y réussissait, vous serez là tous les 2, revolver au poing, pour recevoir le cambrioleur et donner l'alerte. Excellente idée, ça. Dans ces 2 salons, vous ne soupçonnez pas, je pense, monsieur le baron, l'existence d'une porte secrète? Oh non, il y a longtemps que j'ai fait sonder les murs une fois pour toutes. Parfait. Monsieur le baron, pourrions-nous avoir une carafe d'eau et 2 verres pour boire un peu pendant la nuit? Mais je vais vous apporter une bouteille de cidre, mais une seconde, je reviens. Mais dites donc, patron, cette fenêtre-là, toute seule, sur quoi donne-t-elle? Pour le savoir, mon vieux, il n'y a rien de tel que de regarder. Tu vois, elle donne sur la cour intérieure. Nous allons nous tenir, le baron et moi, en faction dans la petite pièce du veilleur, qui est juste à la porte d'entrée.
S'il y a quoi que ce soit qui cloche, vous ouvrez cette fenêtre et vous m'appelez. Compris, patron. Voici du cidre et 2 verres. Merci, monsieur. Eh bien maintenant, messieurs, bonne nuit. Ouvrez l'œil et à demain matin. À demain, patron. Et vous venez nous délivrer dès qu'il fera jour, hein? Oui, vers 6 heures, c'est promis. Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'ai rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Si Arsène Lupin nous voyait, il se tiendrait les côtes de rire. Ça m'est égal. Allons maintenant au poste du veilleur à la porte d'entrée. J'y ai fait installer 2 bons fauteuils, une horloge et des armes. Très bien. Tenez par ici. Entrez, c'est ici. Oh, mais nous allons être là-dedans comme des princes. Et vous voyez, ce Judas ouvre sur l'extérieur. On voit parfaitement le pont qui mène à la porte d'entrée. Aucune surprise possible. Et cet autre Judas donne sur la cour? Oui. Permettez que j'allume ma pipe? Mais faites donc, je vous en prie. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Enfin, quand je dis attendre, c'est une façon de parler, puisque rien ne viendra. Dieu vous entende, monsieur Ganimard. Si je m'assoupis, réveillez-moi. Soyez tranquille. Et à charge de revanche. Bien sûr. Et les heures passèrent. 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures. Mais à 3 heures, Inspecteur, vous dormez? Hein? Non. Vous entendez? Oui. On dirait un camion qui s'en va. Oui. Ah ben, il y a beaucoup de trafic sur la route du Havre. Pas mal. Mais la grande route est encore assez loin d'ici. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette grosse voiture, monsieur Ganimard? Est-ce que je sais? Des maraîchers, probablement. Oui, oui, peut-être. et engourdis par le froid du petit matin, Ganimard et le baron s'endormirent. Oh, monsieur Ganimard. Monsieur Ganimard, Hein? il fait jour. Oh, mais oui. Vive le soleil. Mais dites donc, Arsène Lupin n'est pas venu? Mais j'en étais sûr. Allez, maintenant, allons délivrer nos deux camarades. Allez, au jeu là-dedans. Monsieur Ganimard, regardez mes murs, mes vitrines. On m'a volé mes Rubens, mon bateau, mes tapisseries, mes bijoux. Tonnerre de crénon d'un chien. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Et vos deux inspecteurs qui sont en train de dormir. Oh, ça alors. Rousseau, Morel. Allez-vous vous réveiller? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mes candélabres, Louis XVI, ma Vierge du 12e. Mais à ça, monsieur le baron, mais qu'est-ce que vous leur avez donné à boire? Mais du cidre, pourquoi? Mais il y avait sûrement du narcotique dans ce cidre. Mais voyons, ça n'est pas possible. Enfin, allez-vous vous réveiller, vous deux, à la fin? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-on? Mais chez monsieur le baron Cahorn. Vous vous êtes fait avoir comme des enfants. Je sais pas, moi. On l'a bu et puis on se souvient plus de rien. Et pendant ce temps-là, Arsène Lupin cambriolait. Mais comment? Ah, ça, je me le demande. Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? Déposer une plainte. Ah, tout de suite, vous avez raison. Mais surtout, monsieur le baron, ne parlez pas de moi. Rappelez-vous que je suis venu ici à titre strictement privé. Vous m'avez donné votre parole d'honneur que, quoi qu'il arrive, vous garderez le secret sur mon intervention. Il n'y a vraiment pas lieu de me vanter de cette aventure. Oui, ce qui est promis est promis. Mais c'est égal, Arsène Lupin est rudement plus fort que vous. Oui, on va voir ce qu'on va voir. Oui, en tout cas, moi, sur mes murs, je ne vois plus rien.
Enfin, quoi, vous restez là planté. Qu'est-ce que vous attendez? Pour chercher, pour découvrir quelque chose? Pour découvrir quelque chose avec Arsène Lupin? Mais mon cher monsieur, il ne laisse jamais rien derrière lui. Et avec lui, le hasard n'existe pas. Je suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. Alors, il faut que je renonce à mes tableaux et à tout le reste. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a volées. Mais je donnerais je ne sais quoi, moi, mais je ne sais pas, moi, une fortune pour les retrouver. Si l'on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix. Et là, vous n'y pensez pas. Laissez faire la police. Mais si elle ne peut rien faire, la police, j'aime autant négocier avec ce bandit, payer ce qu'il faut pour récupérer mes collections. En tout cas, il ne faudrait envisager cette solution qu'à la dernière extrémité. Allez, vous autres, perdons pas de temps. C'est pas en 5 minutes qu'on résout le problème d'Arsène Lupin. Mais soyez tranquille, je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. Quelques jours plus tard, M. Dudouis, chef de la Sûreté Générale, convoqua dans son bureau un de ses plus fins limiers. Cigarette? Non, merci, monsieur le directeur. Mon cher, je vous ai fait venir car je vous considère comme un de nos meilleurs inspecteurs, pour ne pas dire le meilleur. Très honoré, monsieur le directeur. Inspecteur, je supporte mal le ridicule dont nous nous couvrons. Vous parlez de l'affaire Cahorn? Oui. Le cambriolage de ce château demeure inexplicable. Et le nom d'Arsène Lupin excite à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissent les colonnes des journaux. Maintenant que vous voici revenu d'Alger, j'aimerais que vous preniez cette affaire en main. Volontiers, monsieur le directeur. Savez-vous que la lettre initiale d'Arsène Lupin, qu'a publiée l'Écho de France, on n'a d'ailleurs jamais su qui en avait communiqué le texte à ce journal. Savez-vous que cette lettre par laquelle le baron Cahorn a été prévenu de ce qui le menaçait a causé une émotion considérable? Oui, c'est évidemment regrettable, mais mes confrères ont fait pour le mieux. Il paraît qu'on a fouillé le château du haut en bas. On a même recherché des souterrains. Oui, et à la lueur des torches, on a examiné les caves immenses où les seigneurs du Malaquis ont tassé jadis leurs munitions et leurs provisions. On a sondé le rocher lui-même. Rien. Aucun passage secret. Bref, le parquet de Rouen avoue son impuissance et sollicite le secours d'inspecteurs parisiens. J'aimerais que vous alliez là-bas au plus vite. Je crois, monsieur le directeur, qu'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. Pour moi, la solution est ailleurs. Ah! Et où donc? Auprès d'Arsène Lupin. Auprès d'Arsène Lupin? Mais supposer cela, c'est admettre son intervention. Elle est certaine. Mais voyons, Arsène Lupin est en prison. Aurait-il les ferros aux pieds, les menottes aux mains et un bâillon sur la bouche que je ne changerai pas d'avis? Je demande l'autorisation de passer 1 heure avec lui. Dans sa cellule? Oui. Je pense qu'au cours d'une conversation habilement menée, je saurai le faire parler. Hein? J'en doute. Mais au point où nous en sommes, il faut tout essayer. Bon, allez, et tenez-moi au courant. L'inspecteur se rendit immédiatement à la prison de la Santé. Il fut aussitôt introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Bonjour, Lupin. Oh, par exemple. Oh, quelle surprise. Oh, cher inspecteur, mais asseyez-vous donc. Je n'ai que ce misérable escabeau et pas le plus petit rafraîchissement. Oui, excusez-moi, mais je ne suis ici que de passage. Vraiment? Oh oui. oh Dieu, qu'il est agréable de reposer ses yeux sur la figure d'un honnête homme. Et tous les autres m'agacent à visiter 10 fois par jour mes poches et ma cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. C'est fou ce que la justice tient à moi. Hein. Elle a raison. Mais non, ce serait si simple de me laisser vivre dans mon petit coin. Oui, avec les rentes des autres. Pourquoi n'y en aurait-il pas un peu pour tout le monde? Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? L'affaire Cahorn. Cahorn. Attends, excusez-moi, mais j'ai tellement d'affaires en tête. Voilà, Cahorn, oui, j'y suis. Château de Malaquis, Seine inférieure, oui, 2 Rubens, Saint-Vato et quelques menus objets. Menus. Non, ne chicanons pas sur les mots. Alors? Dois-je te dire où en est l'instruction? Non, j'ai lu les journaux de ce matin. Oui. Vous n'avancez guère. Hein? C'est pourquoi je suis ici. Eh bien, je vous écoute. C'est une affaire que tu as montée de toutes pièces, n'est-ce pas? De A jusqu'à Z. La lettre et le billet recommandé ont été écrits par toi. Naturellement. Les récépissés de la poste sont dans le tiroir de cette table.
Tenez, et voilà. Oh, ça, mais je te croyais gardé à vue et fouillé pour un oui ou un non. Et tu lis les journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. Mais mon pauvre vieux, ils sont tous si bêtes. Ils décousent mes vêtements, explorent les semelles de mes bottines et auscultent les murs de cette cellule, mais pas un seul n'a l'idée de regarder dans le tiroir de ma table. Ouais, ce serait trop simple. En somme, dis-moi, en envoyant cette lettre au baron, tu as voulu épater la galerie, hein? Moi? Oh, mais est-ce que je m'attarderais à de telles puérilités? Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire? Mais mon cher, cette lettre a été le point de départ, le ressort qui a mis en marche tout le mécanisme. Comment cela? Raisonnons. Les collections du baron Cahorn m'intéressent. Bon. Mais elles se trouvent dans un château féodal, fermé, bouclé, barricadé, inaccessible. Vais-je renoncer à ce cambriolage pour une aussi misérable raison? Non. Bon. Vais-je tenter l'assaut comme on faisait autrefois à la tête d'une bande de reîtres? Non, impossible. D'autant plus qu'il existe un moyen beaucoup plus simple. Me faire inviter par le propriétaire du dit château. Quoi? Non. Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant que le célèbre cambrioleur Arsène Lupin a jeté son dévolu sur ses collections. Oui. Que fera-t-il? Ah, il enverra la lettre au procureur. Qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, qui sait que Lupin n'écrit jamais pour ne rien dire, et se voyant lâché par la police officielle, il est tout prêt à appeler au secours le premier venu. Tout ça est parfaitement logique. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine... Il ira s'adresser à ce policier. Eh ben voilà. Hein? Bon, supposons maintenant que ce policier soit un faux policier, à la solde d'Arsène Lupin, et que ce faux policier ne néglige aucun détail pour être pris pour un vrai policier. Quoi? Il descend dans un hôtel tenu par une femme dont le neveu est rédacteur au Réveil de Côtebec, journal auquel le baron est abonné. Tu vois que je sais tout. Mon homme, soi-disant en vacances, se fait expédier par un complice une lettre dont l'enveloppe porte imprimée la mention « Sûreté Générale ». Et étant donné le nom qu'il a pris, c'est bientôt une traînée de poudre. Tout le pays sait que le célèbre inspecteur est dans la région. Le baron Cahorn lit l'information dans son journal et aussitôt, il vient pressentir le pseudo-policier qui refuse. Là-dessus, nouveau billet d'Arsène Lupin, épouvante du baron qui vient de nouveau supplier l'inspecteur et lui offre la forte somme. Mon ami finit par accepter et amène avec lui 2 gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménagent par la fenêtre les objets d'art et les laissent glisser à l'aide de cordes dans un bateau qui les conduit à un camion. Vous voyez, c'est simple comme Lupin. Et tout bêtement merveilleux. Mais je ne vois guère de policier assez illustre pour que son nom ait pu attirer le baron à ce point. Mais il y en a un pourtant, et un seul. Le tien, mon cher Ganimard. Le mien? Eh oui. Mon ami s'est fait passer pour toi. Tout le monde a cru qu'il était l'inspecteur Ganimard, l'ennemi juré d'Arsène Lupin. Oh, ça! Oh, ça! Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à tout raconter, tu vas être obligé de rechercher Ganimard. Ton devoir sera d'arrêter Ganimard. Ganimard, bouclé par Ganimard. Avoue que ma revanche ne manque pas de sel. Bandit! Canaille! Qu'est-ce que c'est? J'apporte le dîner du détenu. Et oui, par une faveur spéciale, je fais venir mes repas d'un restaurant voisin. Mais au fait, cher Ganimard, je ne crois pas que tu iras là-bas, car l'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. Hein? Allons donc, je quitte à l'instant le chef de la sûreté. Et après, est-ce que M. Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne? Figure-toi que le pseudo-Ganimard est resté en excellent terme avec le baron qui l'a chargé de négocier une transaction avec moi. Et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, naturellement, le baron est rentré en possession de ses chers bibelots et il retire sa plainte. Comment sais-tu tout cela? Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises... Tu te fiches de moi? Et l'obligeance de décapiter toi-même cet œuf à la coque. Que je... Oui, vas-y, n'aie pas peur, rien ne te sautera au nez. Oh! Cet œuf est vide, mais il contient un télégramme, n'est-ce pas? Tu peux le lire. Rendu marchandise, touché 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. C'est pas énorme, mais les temps sont durs. Puis j'ai des frais généraux, si tu connaissais mon budget. Celui d'une grande ville. Heureusement qu'il n'y en a pas les douzaines comme toi. Ouais, il fallait bien occuper mes loisirs. D'autant plus que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. Alors l'instruction, ton procès, ta défense, tout ça ne suffit pas à te distraire. Non, car figure-toi, j'ai décidé de ne pas assister à mon procès. Ah oui. Tu ne t'imagines pas que je vais pourrir ici, non? Arsène Lupin, mon petit, ne reste en prison que le temps qui lui plaît. Pas une minute de plus.
il eût peut-être été plus prudent de ne pas commencer par y entrer. Non, monsieur Rail. Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache que personne, pas plus toi qu'un autre, n'aurait pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus grave ne m'avait sollicité à ce moment-là. Ah oui? On peut savoir? Oui. Une femme me regardait. Et cette femme, je l'aimais. Sais-tu seulement ce que c'est que d'être regardé par une femme qu'on aime? Alors le reste m'importait peu. C'est pourquoi je suis ici. Mais écoute-moi bien, Ganimard. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Eh bien, mercredi prochain, j'irai fumer un cigare chez toi, rue Pergolèse, à 4 heures de l'après-midi. D'accord? D'accord. Alors à mercredi, Lupin. Et bonne chance. Ganimard. Quoi? Tu oublies ta montre. Ma montre? Oui, elle s'est égarée dans ma poche. La voici. Excuse-moi. Sacré pan. Je te la rends d'autant plus volontiers qu'il me reste un excellent chronomètre en or. Regarde. En effet. Et il sort de la poche de qui, celui-là? Bon, il y a des initiales JB. Qui diable cela peut-il être? Oh, je me souviens. Jules Bouvier. Oui, mon juge d'instruction. Un homme charmant. I see how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end.
but I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain, but right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back,
start again. Find a love that feels like home.